Bonjour à tous, merci de votre intérêt, merci à Mme Briand, à M. Berthoud de leur invitation, de leur confiance, merci aussi à Marc Giget que je viens d'écouter avec le plus grand intérêt. Et je me dis que ce que je vais dire, bon, même si c'est dans un style très différent et sans transparent, en même temps, je crois, enchaîne assez bien sur ce qu'il a présenté et que j'ai trouvé très remarquable, je dois le dire. La destruction créatrice dont il a parlé et qui a dominé le XXe siècle et qui a fondé la prospérité du XXe siècle, en particulier celle des fameuses 30 Glorieuses, à la fin du XXe siècle, et encore plus au début du XXIe siècle, la destruction créatrice est devenue une destruction destructrice. On l'a vu à certains égards, mais c'est pas exactement sur ce registre-là que je vais reprendre cette problématique. Sur le registre que montrait Marc Giget tout à l'heure. Pour comprendre pourquoi et comment la destruction créatrice, je parle au sens de Schumpeter, de Joseph Schumpeter, qui a forgé cette expression, pour comprendre pourquoi celle-ci a pu ou pourrait devenir une destruction créatrice, pour moi je crois que c'est déjà fait, et pour enchaîner donc sur ce qui devrait sans doute constituer non seulement un nouvel âge de l'innovation, dont au-delà de l'open innovation, de la social innovation, je crois, et je dirais pourquoi tout à l'heure, ce que j'appelle l'innovation contributive serait un élément fondamental. Pour enchaîner donc sur ce qui devrait constituer non seulement un nouvel âge de l'innovation, dis-je, mais une véritable mutation globale de toutes les formes de savoir, il faut tout d'abord se retourner vers l'histoire industrielle des techniques, telle que Bertrand Gilles l'a instruite et rendue publique en 1978, dans l'encyclopédie de la Pléiade, dans son Histoire générale des techniques. Bertrand Gilles montre que, premièrement, toute société est fondée sur un système technique dont les systèmes sociaux sont des adoptions régies par des règles dont la cohérence est la condition de l'unité de la société. Ce que j'appelle systèmes sociaux, c'est le droit, l'éducation, l'institution familiale, etc. Deuxièmement, le système technique évoluant en permanence, mais par à-coups, il se traduit durant ces à-coups, ce que Bertrand Gilles appelle des désajustements. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, au moment de la révolution industrielle. Époque à partir de laquelle le rythme de ces à-coups ne va cesser de s'accélérer. Troisièmement, ces à-coups vont dès lors devoir être régulés par la puissance publique pour éviter que les transformations du système technique ne détruisent les systèmes sociaux, c'est-à-dire la société et tout ce qui la compose. Et donc l'économie industrielle elle-même, parce que l'économie industrielle suppose la société. Cohésion intersystémique, donc, dont le garant est alors en France, nous sommes à l'époque de Napoléon, disons post-napoléonienne, l'État, ce que Bertrand Gilles appelle l'État napoléonien. Ça, c'est le XIXe siècle. Au début du XXe siècle, et aux États-Unis, Henry Ford, Edward Bernays, Joseph Schumpeter et bien d'autres, évidemment, inventent un nouvel âge du capitalisme, fondé sur l'innovation permanente dans le système technique et sur une politique de marché de masse qui donne naissance au marketing et aux industries culturelles qui véhiculent les messages de ce marketing. Ce nouveau modèle, appelé Consumer Capitalism, qui invente The American Way of Life, connaît tout d'abord de grandes difficultés économiques et menace de s'effondrer aux alentours de 1929. Il ne trouve qu'en 1933, et avec Theodore Roosevelt, ses conditions de fonctionnement pérennes. Et il se maintiendra jusqu'à la fin des années 70, qui, après le choc pétrolier provoqué au début de ces mêmes années, constitue ces années-là donc un tournant.
Les années 80 sont la sortie de ce modèle économico-politique hérité de Roosevelt, qu'on appelait le welfare state, et fondé sur le modèle industriel hérité de Ford. Cette sortie ouvre le temps de la mondialisation. Cette sortie qui se produit au début des années 80 est ce qu'on appelle la révolution conservatrice, opérée par Margaret Thatcher, qui est en ce moment même en train d'être enterrée. Et peut-être que cet enterrement est aussi l'enterrement de cette époque. Cette sortie ouvre donc le temps de la mondialisation, c'est-à-dire de la délocalisation des unités de production et de la planétarisation des marchés et des entreprises par le marketing stratégique. Be global or disappear. L'avenir n'est plus que planétaire. Il en résulte une période hyper-consumériste, qui commence au début des années 80, qui devient dangereuse pour les systèmes sociaux, tout aussi bien d'ailleurs que pour les systèmes psychiques, biologiques et géographiques. C'est ce que montrait tout à l'heure, je crois, le discours des consommateurs qui disent on n'est pas satisfait de cette innovation. Outre l'accélération forcenée de l'innovation, dont le rythme est désormais piloté non plus par l'entrepreneuriat mais par le management, au service de stratégies spéculatives d'actionnaires issus de la financiarisation, le retour de l'ultralibéralisme qui dominait avant Roosevelt et qui revient donc au cours des années 80, met en œuvre une dérégulation et une déréglementation systématique qui conduisent à ce que, de fait, sinon de droit, la puissance publique qui était en charge de socialiser l'innovation, que jusque vers ces années-là on appelait le progrès, a été remplacée par le marketing globalisé. En 1993 se produit cependant un événement majeur dans l'histoire technologique et industrielle qui va à la fois accélérer ces évolutions et ouvrir une nouvelle perspective. Le 30 avril de cette année-là, il y a presque exactement 20 ans donc, la socialisation mondiale du web est engagée à l'initiative du vice-président des États-Unis, Al Gore. Avec elle s'installe un nouveau système technique qui devient essentiellement fluide, en constante transformation, et qui forme pour la première fois un système technique véritablement mondial, c'est-à-dire globalement intégré. Or, ce nouveau système technique industriel, planétaire et dominé par la technologie numérique est basé sur le système mnémotechnique mondial que constitue le réseautage numérique. Et je vais tout à l'heure revenir sur ce point qui sera au centre de mon propos et de mes conclusions. Cette socialisation des réseaux IP, respectant le protocole Internet défini par l'UNSURF, qui commence en 1993 à travers la technologie des hyperliens, constituant une interface de navigation et d'éditorialisation révolutionnaire, qui voit proliférer tout à coup ce que l'on appelle dès lors les sites web, identifiés par le URL. Ceci ouvre un processus de transition entre deux mondes industriels. Premièrement, le monde du temps carbone, fondé sur l'exploitation combinée de la métallurgie du moteur à explosion Le Noir, qui est, à partir de 1913, produit à la chaîne dans les usines de Detroit, Henry Ford. Deuxièmement, l'exploitation du pétrole, qui commence alors à être massivement prospecté, extrait et raffiné. Et troisièmement, l'exploitation des ondes hertziennes, qui sont émises pour la première fois à l'échelle mondiale, également en 1913, à partir de la Tour Eiffel. Ça, c'est le système du temps carbone. Et puis, il y a l'apparition de ce que j'appelle le système du temps-lumière, où la captation, le traitement automatique et la circulation optoélectronique, ce qu'on va de plus en plus appeler les data, devient la base de l'économie, qui dès lors est dominée par ce que Christian Fauré appelle les industries de transfert. Cette transition est cependant traversée par d'immenses contradictions qui sont avant tout héritées du XXe siècle et qui apparaissent lorsque ce modèle atteint ses limites, comme l'anticipe en 1979 René Passet dans un ouvrage qui approfondit le rapport Meadows du MIT de 1970. D'immenses contradictions qui sont intensifiées et portées en quelque sorte à incandescence par l'appropriation du numérique, telle que, par exemple, l'industrie financière l'exploite
comme calcul et traitement automatisé de la décision spéculative, ce qui conduit à la catastrophe de 2008. L'Electronic Financial Trading n'a certes pas commencé avec le web. Le crack de 1987 avait déjà été rendu possible par les programmes d'achat et vente automatique d'actions, comme l'avait montré Catherine Disclair. Mais en 2008, le système de subprimes, l'interconnexion des bourses et mille autres aspects issus de la généralisation du numérique produite par le web et conduisant à ce qu'on appelle aujourd'hui les big data, font passer la question de l'automatisation de la vie économique à une toute autre échelle. Un élément fondamental de cette crise est en effet l'effacement du long terme par la calculabilité. Et le long terme n'est jamais réductible à la détermination automatique. Effacement du long terme où la spéculation est devenue la norme économique, alors même que toute théorie économique avait toujours jusqu'alors défini la spéculation comme un mal inévitable qui devait demeurer exceptionnel aux marges du système. Une spéculation hyper-consumériste s'installe en effet à partir des années 90, qui repose sur une exploitation de plus en plus addictive des comportements de consommation, fondée sur l'obsolescence chronique et sur le gaspillage énergétique et matériel, tout aussi bien que mental et attentionnel. C'est le problème que soulève Nicholas Carr dans The Shallows. Is Internet making us stupid? Il en résulte un malaise majeur dans la consommation, analysé en 2004 par le cabinet américain IRI, qui parle de l'apparition des alter-consommateurs, qui sont de très grands consommateurs malheureux de consommer, d'innombrables dysfonctionnements et une impuissance publique qui est devenue la règle et qui est induite non seulement par les court-circuits provoqués par le marketing, comme j'ai déjà évoqué, mais par l'insolvabilité généralisée des banques, des consommateurs et des États. Ces derniers n'ayant plus alors pour fonction que de socialiser les pertes, c'est-à-dire de s'appauvrir encore plus et de devenir encore moins crédibles pour garantir la cohésion intersystémique des systèmes sociaux et à travers cette cohésion, le crédit. Il faut bien que quelqu'un garantisse le crédit. Mais si celui qui est là pour garantir le crédit est discrédité, il y a un très très gros problème. Le numérique, qui est sans aucun doute un accélérateur de cet effondrement du système du XXe siècle, ouvre cependant aussi une toute autre perspective. Je suis ici aujourd'hui à la fois comme directeur de l'Institut de recherche et d'innovation et président de l'association Ars Industrialis. Ce qui relie ces deux groupes, c'est la conviction que, premièrement, le numérique déclenche simultanément des tendances opposées. Deuxièmement, les contradictions dynamiques qu'il provoque nécessitent un pilotage par une puissance publique elle-même entièrement réinventée et qui doit sans doute sortir des cadres de l'État. Troisièmement, le processus de numérisation est encore de nos jours limité et il va s'accélérer très sensiblement dans les années prochaines pour atteindre ce vers quoi je m'achemine ici, à savoir une automatisation généralisée, articulant étroitement les automatismes technologiques avec les automatismes psychiques et ouvrant l'ère de ce qu'on appelle un neuropouvoir. Mais ça, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Juste une précision, ce que j'appelle le neuropouvoir, c'est ce qui survient après ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir, puis l'apparition de ce que j'ai moi-même appelé le psychopouvoir, qui était décrit très bien par Patrick Lelay, vendre du temps de cerveau disponible. Et aujourd'hui, biopouvoir et psychopouvoir sont en train de s'intégrer à travers les neurosciences, le neuromarketing, la neuroéconomie, ou neuroeconomics, comme neuropouvoir. Quatrièmement, dans ce contexte et à brève échéance, une nouvelle conception de la traçabilité, ou trackability, doit être mise en œuvre, fondée, comme on va le voir, sur une nouvelle conception de la catégorisation. Et c'est là une tâche cruciale pour la vieille Europe et en France, et en tout premier lieu pour l'ANR, à mon avis. Mais pour tenter de cerner ces dynamiques complètes, il faut préciser tout d'abord comment on doit définir le numérique d'un point de vue historique, et pourquoi lui-même modifie de façon décisive, selon moi, la trajectoire historique de l'humanité
constituant ainsi ce que Francis Jutan désigne et décrit comme une bifurcation dans un livre qui va sortir très bientôt, qui s'appelle La métamorphose numérique. Le numérique est le stade le plus avancé d'un processus de grammatisation. Je reprends cette expression à Sylvain Roux en élargissant son sens. Un processus de grammatisation qui a commencé au paléolithique supérieur, il y a plus de 30 000 ans. Ce processus très ancien est à l'origine de toutes les formes d'écriture, et le numérique est lui-même une forme de l'écriture. L'écriture numérique est opto-électroniquement enregistrée et véhiculée, elle est partiellement automatisée, elle fait appel à des ressources algorithmiques, c'est-à-dire computationnelles, dont les traitements sont effectués en réseau et transmissibles par ces mêmes réseaux, ce qui transforme très rapidement avec des boucles de rétroaction et très radicalement la plupart des aspects caractéristiques de l'existence humaine en général, y compris dans cela le plus intime. Cet extraordinaire bouleversement, d'ampleur à ce jour encore impensée, à mon avis, nécessite une approche épistémologique radicalement nouvelle de toutes les formes de savoir. Avec un réseau d'échanges que j'ai constitué autour de l'Institut de recherche et d'innovation et d'arts industrialistes, nous appelons cette approche en anglais Digital Studies, et en français études numériques. Ces études numériques ne peuvent pas être réduites à ce qui se développe déjà à travers ce qu'on appelle les digital humanities. Les humanités numériques sont un aspect des études numériques, mais elles ne sont pas autosuffisantes. Pour prendre la mesure de leurs propres objets, les humanités numériques ont besoin des études numériques transdisciplinaires, qui dépassent en particulier l'opposition entre sciences de l'exactitude, plutôt que sciences exactes, et sciences de l'homme et de la société. Les digital studies ainsi conçues posent comme leur principe de base qu'un support de savoir n'est jamais un simple moyen de conservation, de transmission, de mesure, d'observation, de calcul, etc. Il reconfigure en profondeur le savoir dont il n'est donc pas simplement le support, parce qu'il en est surtout le milieu, un milieu mnémotechnique. Les savoirs sont en quelque sorte transformés par les milieux mnémotechniques qui les supportent, un peu comme les organismes le sont par les variations des milieux qui forment le langage écologique. Il faudrait évidemment s'appesantir sur ce que veut dire un peu comme, mais je n'en ai pas le temps. Je suis obligé, comme Marc Gigès, d'aller un peu vite. Les milieux mnémotechniques des savoirs sont constitués par des organologies, parce que nous appelons des organologies. L'organologie d'un savoir, c'est le système des artefacts qui rendent possible ce savoir. L'étude de l'organologie des savoirs suppose elle-même ce que j'appelle une organologie générale, laquelle étudie les rapports entre les organes psychosomatiques des individus, les organes artificiels qui constituent les systèmes techniques et les organisations sociales qui définissent les règles régissant les pratiques des organes artificiels. Par exemple, comment on conduit sa voiture, à quelle vitesse est autorisée, etc. Ceux-ci, ces organes artificiels, sont en effet toujours à double face. Ils sont à la fois curatifs, c'est-à-dire bénéfiques, et toxiques, c'est-à-dire, disons, maléfiques. Ce sont des pharmacas au sens de Platon. Pharmaca étant le pluriel de pharmacon, le pharmacon de l'écriture, étant pour Platon donc un poison tout autant qu'un remède. Pour étudier ces milieux mnémotechniques, et le numérique est une forme de l'écriture tant que le pharmacon, il faut les considérer dans la perspective du processus de grammatisation à partir duquel tous les contenus mentaux et comportementaux issus de la vie humaine sont progressivement reproduits, discrétisés, formalisés et rendus manipulables. Je dis que ça commence au Paléolithique supérieur parce que l'an passé, l'archéologue Marc Azema a montré comment, dans les grottes paléolithiques, déjà un processus de discrétisation du mouvement est à l'œuvre, qui le conduit à soutenir même que c'est à cette époque-là que le cinéma est inventé. C'est assez audacieux, évidemment, mais lisez le livre, c'est très intéressant, quelle préhistoire du cinéma, et c'est quand même très convaincant. C'est au fil du déroulement de ce processus de grammatisation, qui commence donc au Paléolithique, parce qu'au Paléolithique, les contenus mentaux sont extériorisés. C'est-à-dire que si vous allez dans une grotte, la grotte Chauvet, vous voyez ce que voyaient ces hommes-là. Avant, vous ne voyez rien du tout.
Vous récupérez les outils et vous essayez d'imaginer ce qu'il pouvait voir. Mais là, ça commence. Et c'est le début de ce qui va conduire aux idéodrames, etc. Et finalement au numérique. À l'échelle de l'humanité, c'est très court, 30 000 ans. Donc c'est au fil de ce processus, de son déroulement, de processus de dramatisation, que les milieux des savoirs se forment et se transforment. Et avec eux, les savoirs eux-mêmes. Sylvain Auroux montre que, par exemple, contrairement à une femme qui a eu la peau dure, et on n'a toujours pas tiré les conséquences théoriques et pratiques de la démonstration de son caractère fabulaire par Auroux, ce n'est pas la grammaire comme science du langage qui est à l'origine de l'écriture alphabétique, telle qu'elle rend possible la synthèse graphique et technique du langage oral. C'est au contraire l'émergence technique et empirique de l'écriture qui a rendu possible la grammaire. Nous verrons tout à l'heure pourquoi ceci a des conséquences de nos jours absolument immenses. Ces conséquences doivent être désormais tirées et examinées avec la plus grande minutie, parce que l'avenir économique, politique, culturel, épistémique, psychologique, affectif et même biologique de l'humanité passe de plus en plus par le numérique, sinon en totalité par lui. Le numérique, qui est le stade le plus avancé de la grammatisation, nous conduit irrésistiblement vers l'intégration de toutes les formes antérieures de grammatisation par le calcul et par l'automatisation. Il nous conduit vers l'automatisation généralisée, et ce fait est porteur de bouleversements encore presque totalement impensés. L'automatisation généralisée, qui a déjà amplement commencé à faire sentir ses effets dans les relations sociales, mais qui n'a pas encore du tout révélé ses conséquences économiques et sociales, qui pourraient être désastreuses, même si je crois, comme Michel Voll, que l'automatisation de la production, par exemple, est inévitable, qu'il faut mettre des robots dans les usines françaises. Cette automatisation généralisée, donc, est traversée par d'innombrables contradictions, qui sont autant de menaces. Mais elle permet également d'imaginer, de concevoir, de vouloir et finalement de réaliser une société très profondément différente de la nôtre, fondée sur un tout autre partage du temps. Durant 2 siècles, l'analyse et la critique économique et politique de la société industrielle a été conçue à partir d'une considération de la division industrielle de travail, écrite en 1776 par Adam Smith, en fonction de la redistribution de plus-value monétaire qui devait en être faite. Le Fordisme fut à cet égard une innovation sociale redoutable pour les analyses marxistes, lorsque, se combinant avec le welfare state, il imposa comme idéal à tous les partenaires sociaux le pouvoir d'achat conquis en vue de la consommation qui mettait complètement par terre le point de vue des marxistes. L'automatisation remet inévitablement en question un tel modèle. Je parle du modèle fordiste et keynésien, disons. Parce que généralisée dans le monde de la production, elle ne permet plus de fonder la consommation sur ce pouvoir d'achat, issu de la redistribution de ce qu'on appelle les fruits de la croissance aux partenaires sociaux reliés par la division industrielle du travail. Ce que l'automatisation numérique généralisée et encore à venir promettent en effet, c'est un nouveau partage, non pas du pouvoir d'achat, mais du temps. Et notamment du temps fondant ce que j'appellerais un nouveau savoir, et notamment un savoir d'achat, mais qui est aussi un savoir non monétarisable et produisant une valeur d'un nouveau genre qui n'est ni la valeur d'usage, ni la valeur d'échange, qui sont les grandes catégories de Smith et de Marx, mais ce que j'appelle une valeur pratique. Je n'aurai pas le temps de développer ce point longuement, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Je vais y revenir tout à l'heure, quoi qu'il en soit. Pour préciser ces thèses et hypothèses, il me faut cependant me retourner vers la question de savoir ce que le milieu mnémotechnique numérique fait au savoir sous toutes ses formes, au savoir-faire, au savoir-vivre, mais aussi, et je dirais d'abord, au savoir académique, ce qu'on appelle le savoir scientifique. À ce jour, et faute d'une nouvelle considération des conditions de constitution des savoirs à l'époque des technologies mnémotechniques numériques, les effets induits par l'automatisation, outre les questions bien connues, encore que trop peu débattues de nos jours sur l'emploi, posent une question plus fondamentale qui est celle de ce que j'appelle le désapprentissage généralisé. C'est par exemple la question qui résulte des analyses avancées par Frédéric Kaplan, le roboticien,
à propos des algorithmes de correction orthographique indispensables pour le modèle de Google, mais qui pose la question d'une dysorthographie croissante et donc d'une incapacité accrue. Je dis incapacité au sens d'Amartya Sen, qui parle de capacitation et qui dit que c'est sur la capacitation des individus que repose la santé d'une économie et d'une démocratie. Derrière ce cas analysé par Kaplan qui concerne Google, et donc qui montre que, vous savez bien, Google vous anticipe vos fautes d'orthographe et les corrige à l'avance, et que petit à petit ça produit une perte de l'orthographie. Et ça pose un problème, c'est que les robots, à un moment donné, quand la dysorthographie est vraiment trop grande, ils ne peuvent plus rien faire. Bon. Derrière ce cas, qui est un cas de ce que j'appelle donc le désapprentissage par l'automatisation, il y a la question beaucoup plus générale du rapport entre autonomie, c'est-à-dire capacitation, empowerment on dit en anglais, et de l'autre, automatisation et risque de prolétarisation. J'emploie ce mot en un sens qui n'est pas le mot, qui n'est pas le sens habituel. Prolétarisation, ça veut dire appauvrissement, paupérisation pour les gens. En fait, c'est pas du tout ça que ça veut dire au départ. Au départ, ça signifie perte de savoir. Pour me faire bien comprendre, je voudrais rappeler ici que lorsque Alan Greenspan a dû rendre compte à la Chambre des représentants des États-Unis de ce qui avait conduit à l'effondrement de Lehman Brothers en passant par les subprimes, Bernie Madoff et quelques autres problèmes du même genre, son système de défense avait consisté à répondre que dans un tel monde automatisé, il n'était plus possible de comprendre les conditions du fonctionnement économique. Personne ne comprend, disait-il. En signant ce fait, je veux dire que le désapprentissage, c'est-à-dire la prolétarisation conçue comme perte de savoir, incapacitation, et donc perte d'autonomie de la pensée, concerne l'ensemble des acteurs d'une économie industrielle hautement automatisée. Dès lors, comment mettre l'automatisation au service d'un développement des apprentissages et non pas de leur destruction? Tel est le sujet dont je voudrais vous parler pour m'acheminer vers la fin de cette intervention et pour ouvrir des perspectives alternatives à l'époque des Big Four, des MOOCs et du neuromarketing. Je voudrais vous convaincre du fait que pour pouvoir répondre à ces questions, et d'abord pour pouvoir les poser correctement, ce qui n'est pas facile, il faut engager un très vaste programme d'études numériques qui devrait constituer une nouvelle épistémée de la vie académique au sens large. Je prends le mot épistémée au sens de Michel Foucault. L'épistémée, c'est ce qui conditionne une époque de savoir dans son ensemble. Et où la question primordiale, qui fut aussi celle du fondement de la pensée logique par Aristote, dans la nouvelle épistémée dont je vous parle, est celle de la formation, de la production et de la mise en œuvre des catégories sans lesquelles il n'y a pas de vie de l'esprit, ce que Aristote appelle une noèse, c'est-à-dire la vie de l'intellect. Dans un article que j'ai trouvé remarquable, Stéphane Fresneau et Stéphane Baumbach ont récemment fait apparaître dans le journal Le Monde le retard très préoccupant de l'Europe et en particulier de la France dans le domaine des data. Les data qui sont une époque de la catégorisation. Par data, il faut entendre données produites par des systèmes automatiques de catégorisation. C'est ça que veut dire le data. Dans le même temps, Nicolas Colin et Pierre Colin, fiscalistes, ont rendu évident pour la première fois ma connaissance de la fonction publique au sein d'un rapport adressé au ministère des Finances que le numérique bouleverse l'économie comme économie des data et doit conduire à une redéfinition radicale des axiomes qui fondent l'action publique dans le domaine de la fiscalité, mais aussi de la vie économique en général. Christian Forel, je citais tout à l'heure déjà, signalait dans une note interne à Ars Industrialis comment, je le cite, Michael Mandel souligne explicitement que les activités économiques et industrielles qui passent par les data ne rentrent pas dans les métadonnées, c'est-à-dire dans les catégories de l'économie traditionnelle. C'est donc un enjeu de requalification et de recatégorisation de l'économie politique dont il s'agit. Fin de citation. Je voudrais ici insister particulièrement sur cette question de la catégorisation numérique et telle qu'elle nécessite une requalification généralisée de tous les axiomes qui sont à la base des savoirs, quels qu'ils soient. Ainsi, par exemple, on ne peut pas repenser la fiscalité à l'époque du numérique sans voir que le numérique nécessite une redéfinition des buts mêmes de la fiscalité.
Il en va de même des catégories d'analyse plus ou moins communes à l'action publique et aux sciences de l'homme et de la société du côté des statistiques, par exemple. Dans la mesure où les open data changent le statut même des données et rendent possible une sorte de recherche-action politico-académique permanente et contributive, en temps réel et en grandeur nature, sinon au 1/1 dont on sait depuis Borges que ça n'est pas possible de travailler au 1/1, et c'est ce que rappellent Fresno et Grumbach dans leur article du Monde d'ailleurs. Ce que l'on appelle les big data, qui n'est pas le big data ça ne veut rien dire, ce sont des data. Ce qu'on appelle les big data désigne un nouvel âge de la catégorisation computationnelle, mise en œuvre par la modélisation, la visualisation et la simulation, effectuée à partir de très vastes bases de données, elles-mêmes produites en temps réel par l'activité des gens et des agents, y compris des agents artificiels, et par l'intermédiaire d'organes eux-mêmes artificiels, dont les data centers, les computers, ça font partie. Mais ce qui est peu interrogé dans ces processus dominés par les mathématiques probabilitaires, c'est la question de la catégorisation initiale, c'est-à-dire implémentée dans les modèles avant la mise en œuvre des algorithmes, et les conséquences de cette implémentation et de ces catégorisations initiales sur l'interprétation et la pratique des résultats. Question que pose régulièrement un chercheur qui travaille chez Orange, qui s'appelle Dominique Cardon. Ces dispositifs permettent de nos jours à des acteurs économiques géants, les Big Four par exemple, de conquérir une intelligence de la vie publique telle qu'elle discrédite les puissances publiques, surtout européennes. Et j'ai dit pourquoi ça ne me paraît pas pouvoir durer longtemps. Les pouvoirs économiques sont inévitablement anthropiques. La poursuite de leurs intérêts à court terme les enferme nécessairement dans une tendance hégémonique, monopolistique et donc anthropique. Même s'ils peuvent tenter de cultiver et de sponsoriser eux-mêmes, ils le font parfois très bien, des contre-pouvoirs qui visent à reconstituer de la méganthropie, par exemple en soutenant les universités américaines, où on laisse toute liberté au monde académique de faire ce qu'il veut, contrairement au cas de la France. Je parle pour les académiques de bonne qualité, bien entendu, parce qu'on évalue beaucoup partant de la qualité des gens. On leur donne carte blanche quand on sait qu'ils en sont capables. Je vous parle ici de la question que posent Stéphane Fresno et Stéphane Grumbach dans l'article que j'ai déjà mentionné, telles que les aventures récentes de la société App Gratis, par exemple, avec Apple, dont Fleur Pellerin s'est émue la semaine dernière, en sont un exemple éloquent. Que disent Fresno et Grumbach? Je les cite. Sans entrer dans la compétition internationale, sans disposer de géants du stockage et du traitement des données et des services, et en particulier d'un moteur de recherche, de réseaux sociaux, de systèmes de blogs et de microblogs, de cloud, détenant des parts de marché importantes, non seulement en Europe mais également dans le reste du monde, il est peu probable que la voix de l'Europe puisse se faire entendre et qu'elle contribue à façonner les grandes orientations de la société de l'information. Pour réussir, l'Europe doit promouvoir un modèle original, compatible avec ses principes, mais qui répond autant à des besoins que les systèmes que les Américains ont développés et qui ont changé le monde. Fin de citation. Mon propos est ici de contribuer à définir en quoi pourrait et devrait consister une telle originalité, en dehors de laquelle, en effet, le seul destin possible est la colonisation numérique par le contrôle catégorial, je vais préciser cela. Pour l'Europe, et en Europe pour la France, et en France pour l'ANR, l'un des enjeux majeurs ouverts par la perspective des big data, c'est la constitution d'une industrie de ces némotechnologies qui sont évidemment aussi des technologies d'anticipation, de prospective et donc d'intervention sur le cours des choses, de conquête de pouvoir sur les choses, c'est-à-dire de performativité au sens de John Austin, le philosophe anglais. Performativité voulant dire je déclare une situation, en la déclarant je la crée. Mais l'automatisation pose une question catégoriale majeure, que les dispositifs d'où sont extraites les big data consistent, à mon sens, pour le moment surtout à refouler. Je parle de la question catégoriale. À savoir que la mise en œuvre massive des technologies numériques nécessite une redéfinition catégoriale généralisée pour surmonter la contradiction que le numérique provoque entre deux modèles industriels qui divergent et entre lesquels se produit donc une bifurcation. Et ce que décrivait Marguerite est exactement ce problème pour moi.
C'est un malaise que j'appelle le blues du net, c'est-à-dire où même les prosélytes du net maintenant se mettent à douter et se disent mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé gravement? Moi-même je me dis parfois ça, je suis un prosélyte du net. Entre ces deux modèles industriels se produit une bifurcation qui deviendra de plus en plus dangereusement conflictuelle si elle n'est pas prise en charge par de nouveaux savoirs, c'est-à-dire par des capacités de controverse logique et pacifique. Le numérique nécessite de changer non seulement de catégories axiomatiques dans toutes les disciplines, mais de changer de pratique catégoriale, si je puis dire. Ce que ça veut dire, c'est changer les conditions dans lesquelles les catégories sont élaborées. Et c'est ce que j'appelle le processus de transindividuation, en reprenant des analyses du philosophe Gilbert Simondon. Au signal, je dois vous dire que je suis très heureux d'être dans l'amphithéâtre Gaston Berger. Il en va ainsi avant tout parce que le numérique est lui-même formé par un ensemble de technologies dont la mise en œuvre consiste essentiellement à catégoriser et discrétiser des flux. C'est une technologie de grammatisation à travers laquelle celle-ci, la grammatisation, atteint un formalisme exceptionnel. Tout simplement parce qu'un système informatique ne fonctionne qu'à la condition de désambiguïser ce dont il traite et donc de le formaliser en vue de le rendre calculable d'une manière ou d'une autre. Et ici, la question se pose des conditions dans lesquelles des changements axiomatiques, hypothétiques ou herméneutiques peuvent être engendrés par un tel milieu mnémotechnique du savoir, s'il est vrai qu'un savoir rationnel est essentiellement ouvert. Et que c'est au moment où il met en question ses propres catégories qu'il apprend quelque chose. La découverte scientifique, c'est la remise en cause d'un concept par un autre concept, c'est-à-dire une catégorie qui renverse une autre catégorie. C'est ça le savoir. Sinon, le savoir ne fait que confirmer, parfois enfermer le réel dans ses certitudes, et on sait combien ça peut devenir dangereux dans ces cas-là. Ces catégories-là, fermées sur elles-mêmes, déréalisent le réel en le refoulant. Or, le refoulé revient toujours un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé avec le subprimes, par exemple. C'est ce qui est arrivé à Alan Greenspan. Dans l'écriture numérique, la question de la catégorie et de sa formalisation se pose technologiquement à tous les niveaux du processus mnémotechnique, depuis la saisie jusqu'à la diffusion et la représentation des traitements, des datas, engendrés par l'activité même des réseaux, aux algorithmes d'extraction et d'exploitation des big data, en passant par les métadatas en tout genre, qui prolifèrent avec le Web 2, le tout sur la base de langage formel, de formats de données et d'échanges et de normes industrielles qui constituent les couches élémentaires de ce milieu mnémotechnique intégralement industrialisé. Le W3C discute en permanence de ces catégories-là, par exemple, mais il y en a bien d'autres organismes de ce genre qui se font parfois d'ailleurs la guerre. Cette prolifération est décrite, je parle de la prolifération de métadata engendrée par le Web 2, est décrite comme une activité remontante, bottom-up, comme on dit en anglais. Et celle-ci viendrait, dit-on, littéralement faire exploser les institutions en général et les modèles top-down qui ont dominé l'économie centralisée du XXe siècle. Et avec eux, les institutions académiques. C'est face à cette question que la France et l'Europe peuvent et doivent apporter un nouveau modèle de développement industriel fondé sur le numérique, original, et contribuant à spécifier ce que je crois être la troisième époque du web. Dès le début de ses activités, l'Institut de recherche et d'innovation s'est attaché à agencer le bottom-up avec le top-down. Nous disons que le bottom-up n'est jamais sans top-down. S'il n'y a pas un top-down qui le récupère, tout simplement, il ne sert à rien. Donc, simplement, on ne le voit pas. Facebook, par exemple, est un système de top-downisation du bottom-up caché et très efficace qui permet de faire de la captation de plus-value de temps, de données personnelles, etc. Quant à nous, à l'IRI, nous travaillons sur ce que nous appelons des technologies de transindividuation, qui sont des technologies d'articulation explicite, visible par tout le monde, transparente, dirait-on aujourd'hui, mais je dirais académiquement recevable du coup, de tout le processus de top-downisation et bottom-upisation qui constitue ce que nous appelons donc un processus de transindividuation. Un savoir en général et un savoir académique en particulier, c'est un tel processus de transindividuation.
dont les opérations de catégorisation sont explicites et sont toujours exposées à la critique des pairs. Et une science, c'est un système pair à pair, c'est un système peer-to-peer, une science. Un système peer-to-peer qui engendre des catégories et qui est régi par les catégories engendrées par ses pairs. Cette parité est rendue possible par la publication alphabétique, qui rend également possible la catégorisation scientifique, car ce système peer-to-peer apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ avec l'alphabet. L'alphabet rend possible ce système, tout comme le web a rendu possible de nouvelles choses. Dans un article célèbre, un linguiste fameux, grand linguiste français qui s'appelle Émile Benveniste avait soulevé la question de savoir en quoi consistait la table des catégories que propose Aristote dans le premier livre de ses Analytiques. Benveniste soutient que ce sont des catégories de la grammaire grecque. Aristote, croyant découvrir les catégories de la pensée, aurait en réalité, dit Benveniste, mis au jour celle de sa propre langue. Si Aristote peut mettre au jour de telles catégories de sa propre langue, c'est parce que l'écriture le lui permet. C'est très difficile de concevoir les catégories de sa propre langue comme ça. On ne le sait pas spontanément, ça représente des siècles de travail, la formalisation des catégories d'un langage. L'invention catégoriale, et je prends le mot invention en son vieux sens, inventer voulant dire découvrir. L'invention de Jésus-Christ, ça veut dire sortir le corps de Jésus de sous terre. L'invention catégoriale est la principale activité d'un savoir académique. Et elle est conditionnée par l'état de la grammatisation où elle se produit, et qui la rend donc possible, mais qui peut aussi la rendre impossible. C'est la question du pharmacone, à laquelle je reviens donc, et qui est celle du rapport entre automatisme et autonomie. Socrate reproche à l'écriture alphabétique, qui permet l'invention catégoriale des catégories d'Aristote, de court-circuiter la vie de l'esprit. Il dit que la vie de l'esprit doit être fondée, en tant que savoir, par la capacité à penser par soi-même, par ce que Platon appelle l'anamnésis. Or, l'écriture peut court-circuiter ce travail et donner l'impression que je sais quelque chose alors que je ne fais que le répéter, sans l'avoir moi-même conçu. Conçu, je l'emploie au sens où on dit qu'une femme conçoit un enfant. L'anamnésis, qui est cette conception, c'est la capacité pour celui qui sait vraiment, géomètre, de retracer l'ensemble d'un parcours de transindividuation. Par exemple, le savoir géométrique qui nous a conduit là où nous en sommes de la théorie, en ayant intériorisé ce parcours, à travers par exemple une éducation à la géométrie, et par ce parcours reconstitué, en étant capable d'en proposer une nouvelle interprétation, mettant en œuvre le caractère essentiellement ouvert du savoir académique et de la géométrie, par exemple. Ce qu'une automatisation mal socialisée menacerait, c'est cette possibilité d'interprétation nouvelle que rend toujours possible un support mnémotechnique nouveau, tout aussi bien qu'il rend possible de nouveaux moyens d'empêcher toute interprétation, c'est-à-dire d'exercer une nouvelle hégémonie, un nouveau contrôle sur la vie de l'esprit qui empêche de fonctionner. Lorsqu'il est académique, le savoir est conditionné par le système de publication qui rend possible la formation de ces communautés de pairs que sont les disciples et les disciplines, c'est-à-dire les scholars, mais aussi et plus généralement les citoyens. S'il est vrai que la citoyenneté est en principe basée sur la formation académique des citoyens, qui est la condition de leur autonomie, c'est-à-dire de leur responsabilité. Et ceci est vrai non pas depuis Jules Ferry, mais depuis la Grèce antique et la Rome antique. De nos jours, le numérique a fait émerger une technologie de publication contributive qui redistribue très en profondeur les relations entre savoir, savants, étudiants et élèves, c'est-à-dire futurs citoyens et futurs producteurs et futurs concepteurs. Si l'on regarde de près comment se constituent les savoirs académiques issus de ce raisonnement à la lettre qu'est le logos grec, qui permet à Aristote de produire ces catégories, par exemple, et qui est la base de ce qu'on appelle la logique, elle-même base de toute pensée scientifique ou rationnelle, donc ça n'est pas rien, on constate premièrement qu'ils procèdent, ces savoirs, d'une production de catégories que l'on appelle des concepts. Deuxièmement, que ces concepts sont eux-mêmes issus de gloses produites par les savoirs qui se forment à partir des publications des savoirs antérieurement constitués.
Et troisièmement, que cette activité de commentaire, d'annotation et d'indexation est évidemment un circuit qui forme des boucles, c'est-à-dire des mouvements ascendants et descendants, bottom-up et top-down, qui constituent ce que j'écrivais tout à l'heure comme un processus de transindividuation. C'est à travers ces boucles que se forment les circuits de transindividuation spécifiques aux disciplines académiques. Un circuit de transindividuation est régi par des règles. Ces règles sont elles-mêmes définies par des catégories, etc. Par exemple, les règles en géométrie ne sont pas du tout les mêmes règles qu'en géographie, bien qu'on parle de l'espace dans les deux cas. Un circuit de transindividuation est d'une façon très générale issu d'échanges dialogiques entre des individus, des locuteurs, chercheurs, professeurs, étudiants, etc., qui tentent à converger vers un consensus formant ce qu'on appellera un état de l'art, c'est-à-dire un savoir constitué et reconnu comme tel par les pairs, mais dont la genèse provient de polémiques et de controverses intellectuelles, scientifiques, philosophiques, critiques au sens large, y compris dans le milieu artistique. Or, le modèle actuel du web est inadapté à la constitution de savoir via le nouvel espace de publication en quoi il consiste, parce qu'il tend structurellement à araser cette activité catégoriale issue de ce que j'appelle des orages sémantiques, c'est-à-dire des conflits d'interprétation, après lesquels la production catégoriale arrive comme le soleil arrive après la pluie. Les modèles d'affaires des acteurs économiques du numérique, des Big Four en particulier, sont fondamentalement orientés vers une calculabilité qui ne peut pas prendre en compte la production catégoriale issue des conflits entre de telles catégories nouvelles, et qui sont précisément ce qui vient perturber les modèles constitués par les Big Four, par exemple. Modèles qui sont implémentés dans les automates, et en aucun cas, ni Google, ni Facebook, ni personne ne souhaite modifier le fonctionnement de ces automates. Un fort mouvement s'est constitué au cours de la dernière décennie dans le monde entier en faveur d'une société plus participative et plus ouverte en ce sens. Ce mouvement s'est exprimé dans le monde informatique avec le logiciel libre dès le début des années 80, mais également dans le monde politique, ce que devraient renforcer les initiatives type Open Data. Dans le monde artistique, qui fut un déclencheur majeur de la question, dans le champ de la musique tout d'abord, et ça a coûté très cher à l'industrie musicale, mais aussi dans le monde scientifique et dans certaines disciplines, on forme maintenant des communautés d'amateurs avec lesquelles on crée des partenariats pertinents en entomologie, en épidémiologie, en astrophysique. Et l'INRIA avait fait de sa stratégie 2008-2012 un objectif de développer ces technologies pour les amateurs, contributeurs à des activités de recherche académique. Ce mouvement, qu'il faudrait décrire beaucoup plus amplement, parler des Fab Labs, etc., il n'y a pas le temps, est porteur d'une nouvelle conception du réseau qui porte en elle-même une nouvelle conception des conditions de formation et de transmission des savoirs. Les MOOCs ignorent tout cela. Ils constituent une automatisation absurde et stupide de la transmission des savoirs, qui ne peut que conduire à aggraver le discrédit des sciences et des idéaux académiques. C'est par une approche du web fondée sur une organisation contributive des disciplines académiques et en relation étroite avec les nouvelles sociétés savantes qui sont apparues à travers les pratiques sociales contributives dans le champ des savoirs dans tous les domaines, ce que j'évoquais à l'instant. C'est par là que l'originalité d'une politique européenne des mnémotechnologies numériques doit être mise en œuvre. C'est tout à fait possible, parce que pour tout cela, la technologie est parfaitement mature. Ce qui y fait obstacle, ce n'est pas du tout un verrou technologique, un problème de scalabilité ou une limite scientifique quelconque. C'est une sclérose sociale, institutionnelle et épistémique qu'il faut absolument surmonter. L'IRI travaille à spécifier des primitives d'un langage d'annotation et d'indexation contributive fondées sur les polémiques, controverses et activités dans tout genre qui se forment de nos jours sur la base de la glose numérique, comme autrefois les commentaires écrits, et qui tirent pleinement parti des automates pour intensifier le débat public et la confrontation des idées et des concepts, et leur convergence à travers des circuits de transindividuation repensés en profondeur en fonction de cette nouvelle organologie des savoirs. L'organologie, je viens vers ma conclusion, est ce qui constitue les milieux mnémotechniques. L'étude de l'organologie des savoirs suppose une organologie générale qui a pour principe d'appréhender tout fait humain comme un complexe associant organes psychosomatiques de l'individu,
organes artificiels qui constituent le milieu mnémotechnique de cet individu et le système technique dans lequel il vit, et organisations sociales qui, comme systèmes sociaux, règlent les pratiques individuelles et collectives afin de limiter les effets toxiques de tout artefact ou ensemble d'artefacts techniques, faute d'une thérapeutique prescrivant la pratique de chaque pharmacone, a toujours sur les individus et sur les sociétés, et c'est le rôle de ce qu'on appelle les systèmes sociaux de constituer de telles thérapeutiques. Pour spécifier les nouveaux organes numériques des savoirs et les nouvelles règles contributives qu'ils requièrent, il faut mettre en œuvre une méthode de travail tout à fait nouvelle de recherche et de transfert des résultats de cette recherche. J'ai suggéré dans un article publié par RSLN, une revue de Microsoft, que chaque année, 500 thèses soient financées dans toutes les disciplines en vue de réinventer l'ensemble des champs de recherche dans le contexte du milieu mnémotechnique numérique. L'attribution des bourses de telles thèses devrait être conditionnée à deux conditions. Premièrement, outre la condition de travailler sur l'impact du numérique sur la discipline en question, je parle aussi bien de grammaire, d'histoire, de géographie que de mathématiques ou de l'informatique en tant que telle. Premièrement, la conception d'un dispositif de recherche qui serait aussi un atelier contributif pour la conception la conception d'un dispositif de recherche contributive qui serait aussi un atelier contributif pour la conception d'une organologie numérique nouvelle, alimentant la réflexion sur un standard industriel d'annotation contributive. Ça s'appelle de la recherche-action. Kurt Lewin a mis ça au point dans les années 50 aux États-Unis. C'est très connu. On peut très bien le mettre en œuvre. Il y a en France d'ailleurs de bons connaisseurs de cette recherche-action. Mais il faut le faire dans le contexte numérique, et ça devient de la recherche contributive, parce que le numérique, c'est une technologie contributive, qui change les données de la recherche-action, qui lui donne une amplitude absolument sans précédent. Deuxièmement, il faudrait imposer à ces thèses qu'elles soient éditorialisées et publiées sous toutes les formes possibles et pertinentes autorisées par les supports numériques. Ce qui veut dire qu'elles seraient aussi socialisées aussi bien, par exemple, vers le milieu scolaire de l'école primaire et secondaire, que vers la communauté des chercheurs, vers la communauté de l'honnête homme qui regarde France Télévisions ou qui écoute France Culture, et on pourrait imaginer que l'audiovisuel public soit missionné pour accompagner ces choses. Pour tout vous dire, j'en parle avec France Télévisions, et France Culture Plus, c'est déjà une chose qui ressemble un petit peu dans cette intention, sinon dans sa réalité, à quelque chose de cet ordre. Il faut que ces industries culturelles qui sont en train de crever soient remissionnées, en particulier l'audiovisuel public. Mais il faut le faire avec l'ANR. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans un vrai projet de développement industriel. En outre, une telle démarche devrait contribuer à relancer une industrie éditoriale au sens large, qui, si on ne fait rien, je parle de la presse écrite, je parle des éditeurs scolaires, je parle de l'édition, de Gallimard, de Editis, etc., va s'effondrer à très brève échéance. Et ça, c'est beaucoup d'emplois en France. Et c'est aussi beaucoup de prestige de la France. Une industrie éditoriale de qualité est la condition d'un enseignement de qualité, enseignement primaire, secondaire et supérieur, que son support soit livresque ou numérique. Les travaux des thèses et des ateliers de recherche contributive dont je vous parle devraient permettre d'apporter à cette industrie éditoriale de nouveaux concepts, de nouveaux outils, de nouveaux auteurs académiques. Car ça ne peut pas être un bidouilleur de site web qui écrit pour le monde scolaire. Ça peut être un professeur patenté, reconnu, très très légitime. Il faut inventer des auteurs académiques de l'ère numérique qui publient de nouvelles formes de savoir issues de cette nouvelle organologie dont je vous parle. Tout ça doit faire l'objet d'un plan généralisé. Je parlais d'un nouveau partage du temps, je terminerai vraiment là-dessus, dégagé par l'automatisation. Cela suppose une organologie qui renouvelle en profondeur et élargisse très amplement la production des savoirs et qui donne le temps de savoir. Et pas seulement le droit de savoir, comme dit le patron et fondateur de Mediapart, qui a si bien pensé son projet. Nous sommes partenaires de Mediapart. Une telle politique contributive de production des nouveaux savoirs suppose une économie contributive, organisant ce partage du temps, non pas pour réduire le temps de travail, comme on le disait à la fin des années 90 avec Mme Aubry, même si je ne suis pas contre ça forcément, mais pour définir et financer très différemment le travail. Moi, je ne crois pas qu'il faut diminuer le temps de travail, je crois qu'il faut l'augmenter et qu'il faut laisser les gens travailler à ce qui les intéresse dans des conditions contributives, en toute liberté. Et ce travail s'appelle l'osium, c'est-à-dire la culture de soi. Et énormément de gens ne demandent que cela.
La question est celle, évidemment, de la rémunération d'une telle contribution, c'est-à-dire de sa valorisation. C'est ce pourquoi j'avance la catégorie de valeur pratique, qui n'est ni la valeur d'usage, ni la valeur d'échange. Le modèle fiscal actuel, dont l'obsolescence laisse gravement les États en admettant en quelque sorte une évasion fiscale légale, car c'est ça qui se produit sur notre territoire, nous qui sommes les plus gros contributeurs de Google, en termes d'apport par les Français qui contribuent sur Google, par exemple. Le modèle fiscal actuel n'est pas mis au service d'une formation d'externalités positives, non seulement solvables, mais crédibles et rationnelles, et constituant cette valeur pratique que le SUSPA dont je viens de vous parler et qui s'appelle le savoir. Il faut repenser toute la comptabilité nationale selon ces perspectives, mais il faut aussi redéfinir en totalité le débat public sur la redistribution, pour spécifier cette comptabilité en fonction de nouveaux modèles et de nouveaux critères. Ce que j'appelle la comptabilité nationale, c'est le PNB et toutes ces choses-là. Pour cela, il faut mettre en place une stratégie industrielle performative qui fasse que c'est en inventant l'avenir qu'on peut le prédire. C'est ce que disait le Xerox-Park. Et en ouvrant dans une économie de transition des perspectives d'investissement à long terme par le fait même. Faute d'une politique très ambitieuse dans le domaine de l'organologie numérique, de la vie académique numérique et des critères d'une action publique entièrement repensée dans ses finalités, l'investissement dans des infrastructures numériques sur tout le territoire à partir de politiques publiques soumises à des axiomes inspirés par le dehors, c'est ce qu'on va faire, on va mettre très haut débit sur tout le territoire, c'est très bien. Mais si il n'y a pas cette politique dont je parle, ça consiste à financer sa propre colonisation. C'est-à-dire à créer les pipelines qui vont permettre à Google et autres d'aller tirer toute cette valeur sur laquelle ils ne payent pas d'impôts. Aujourd'hui, la production nationale de données est exportée et exploitée ailleurs, comme c'est le cas du pétrole en Centrafrique, par Total. Sauf que nous n'avons pas le Total en question, nous. Et nous sommes la Centrafrique. C'est ce qui se passe en France et en Europe depuis des années. On met des infrastructures, on n'a aucune politique, et donc on crée les conditions de notre propre appauvrissement. Cette politique adaptative est une catastrophe. Elle est absolument suicidaire à long terme, même si elle peut être nécessaire à court terme, mais à condition d'avoir une politique à long terme. Comme le disent Fresno et Grondbach, il est possible de mener une politique industrielle originale et par là de reconquérir une avance, par une recherche qui prenne pleinement en compte ces enjeux et qui soit capable de produire de la négantropie dans un système planétaire qui devient hautement anthropique. Un monde prend fin, tandis qu'un autre émerge, ce dont le rapport de Louis Gallois ne dit pas un mot, alors que l'ouverture d'un avenir repose avant tout sur une politique du numérique, soutenant une économie du numérique, elle-même basée sur une industrie du numérique et sur un effort de recherche sans précédent et transdisciplinaire dans le numérique. Une telle politique devrait en premier lieu permettre à la France et à l'Europe de refonder le monde académique et non seulement l'école, comme s'emploie à le faire Vincent Peillon. Au moment où se développe hors d'Europe le nouveau stade de la géopolitique de l'esprit que l'on appelle le smart power, l'avenir industriel original souhaité par Fresno et Grondbach dépend fondamentalement de l'organologie du savoir qu'une politique du numérique sera capable de mettre en place. Merci de votre attention.